Merci, merci. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Yann Joubert, je suis le président d'Alfie Technologies. Vous voyez mon petit coq bleu aussi. Je suis l'ambassadeur French Fab pour le Maine-et-Loire, pour les Pays de la Loire. Hein, la French Fab, c'est ce mouvement dont l'ambition est de promouvoir l'industrie française, les technologies françaises, et également de faire changer le regard de l'industrie, le regard sur l'industrie des jeunes et de manière générale de leur famille pour contrer ce désamour qu'on a pu connaître pour l'industrie et convaincre que l'industrie offre des nouveaux métiers. Et c'est également, dernier axe, un lieu d'échange pour aider les industriels à intégrer les nouvelles technologies, ce qu'on appelle l'industrie du futur, l'industrie 4.0, puisque c'est pour nous un gage de productivité de l'industrie et donc de pérennité des industries en France. Et donc c'est sur l'ensemble de ces thématiques que nous intervenons et que nous animons un certain nombre d'échanges, notamment avec la CCI sur le Maine-et-Loire. Alors je vais revenir sur le jumeau numérique. Voilà ma petite zapette. Alors, l'idée, c'est d'illustrer le jumeau numérique par des exemples très concrets qu'on a menés chez Alfie Technologies. Alors d'abord, peut-être quelques éléments sur Alfie Technologies. Hein. Donc nous sommes une PME. Notre site principal est dans les Mauges, à côté de Cholet. Et puis nous avons également 2 sites, hein, dans le Nord et un en Haute-Savoie. Voilà, on est à peu près 200 personnes. On est une société assez innovante. On a déposé une trentaine de brevets sur les dernières années. Bon, il y en a encore une dizaine qu'on exploite réellement, hein, parce que et qui nous aident à développer notre activité. Et on livre des lignes de production partout dans le monde. Donc notre métier, c'est de concevoir des lignes de production et de les installer chez nos clients industriels. On a 2 activités principales. Une qui sont les lignes de production pour les matériaux de construction, béton, terre cuite, isolant, plaques. Hein. Donc il y a un certain nombre d'usines dans les environs ici où nous avons installé nos équipements, notamment dans la laine de verre par exemple. Puis on travaille beaucoup maintenant dans l'intralogistique et l'industrie, donc pour travailler sur les fins de ligne, des magasins automatisés, pour son stockage automatisé, de la palettisation robotisée. Voilà, donc concepteur et fabricant de machines. Et puis voilà, nous sommes vitrine à l'industrie du futur depuis 2018. C'est donc un label qui distingue des réalisations remarquables justement sur l'industrie du futur. En 2018, on était une des seules PME à avoir été labellisée vitrine industrie du futur, justement sur le thème de jumeaux numériques. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous faisions des lignes de production, mais aujourd'hui, pour favoriser je dirais, la productivité de nos clients et puis avoir une offre plus compétitive, on a très tôt intégré justement ces technologies digitales dont je vais parler. Hein. Et donc, au-delà de cette vitrine industrie du futur, on a 2 pôles de compétences, hein, sur la réalité virtuelle et la simulation, qui nous permet par exemple aujourd'hui de vendre aussi des logiciels en mode SaaS pour la formation en lutte incendie ou le pilotage de nacelles élévatrices en mode de réalité virtuelle. Et puis on a un pôle de compétences IoT et Big Data qui est plutôt à Crèvecoeur-le-Grand dans le 60, hein, sur notre 2e activité, où on travaille beaucoup également avec le C-Team et l'UTCC sur ces sujets-là. Alors, avant de parler de jumeaux numériques, j'ai commencé à évoquer quelques points. Quelles sont les attentes des industries aujourd'hui ? J'échange beaucoup autour de moi avec des industriels ou des offreurs de solutions comme nous. On fait tous le même constat. Le premier constat, c'est que on met de plus en plus les industriels qui sont nos clients font face à des aléas assez forts, notamment en termes de développement de nouveaux produits. Alors, quand ils développent un produit, le marketing n'est pas toujours très clair finalement sur les capacités de vente. Donc il faut avoir un outil qui soit capable de s'adapter assez rapidement pour réagir au mieux aux demandes du marché quand on développe un nouveau produit. Donc on demande des outils qui soient de plus en plus flexibles, qu'on puisse reconfigurer. On fait de moins en moins de lignes très haute capacité, on fait plutôt des lignes moyenne capacité qui soient capables de s'adapter à différents types de produits. Donc il y a une notion de flexibilité dans l'outil de production qui est de plus en plus prégnante auprès des industriels. La deuxième chose, c'est que la maturation du projet industriel prend pas mal de temps. Et donc il y a une grosse phase de développement ou de co-développement avec les industriels. Probablement aussi parce que les industriels ont moins
de services ingénierie pour les accompagner. Donc, ils font plus appel à leurs partenaires pour développer cet outil. Et une fois que l'outil est défini, les temps de réalisation qui nous sont impartis, ils ont diminué de l'ordre de 30%. Donc, il faut imaginer aujourd'hui être capable de développer des lignes de production sur des temps plus courts et être, je dirais, beaucoup plus réactif par rapport aux besoins. Le même projet, il nous prenait 24 mois il y a 10 ans. Aujourd'hui, voilà, en 16 à 18 mois, il faut que le projet soit sorti de terre et soit opérationnel. Donc c'est vraiment des grandes tendances. Et puis, une fois que le projet est lancé, on ne peut pas expliquer à un client industriel qu'il y a une phase de ramp-up pendant 6 mois. Il faut que l'usine soit relativement fonctionnelle assez vite. Donc il y a toute une phase de fiabilisation en amont qu'il faut pouvoir anticiper parce qu'il y a un niveau d'exigence des clients qui est relativement élevé. Voilà, encore une fois, on n'accepte pas dans nos business plans, dans les business plans de nos clients d'avoir, je dirais, une capacité de production réduite de 50% pendant 6 mois parce qu'il y a encore des mises au point à faire sur place, quoi, hein. Donc ça, c'est les grandes tendances qui sont, je dirais, assez générales sur le marché des industries. Et donc, pour nous, et notre vision chez Elfi Technologies, c'est qu'il faut à la fois apporter la crédibilité, c'est vrai que nous, ça fait 50 ans qu'on développe ces lignes, mais qu'il faut apporter des nouveaux outils qui vont permettre d'être autant d'aide à la décision et d'outils de sécurisation de l'investissement dans une nouvelle ligne de production. Et le jumeau numérique fait partie de ces outils de sécurisation dont je vais vous parler. Cet outil de jumeau numérique, en fait, il s'inscrit parmi un certain nombre de technologies qu'on appelle les technologies du futur, l'industrie du futur, que je vous ai présenté ici. Voilà, donc on les connaît tous, donc je vais aller assez vite, hein, réalité virtuelle, réalité augmentée, production additive, robotique, intelligence artificielle, blockchain, on l'a évoqué tout à l'heure dans l'introduction. Mais ça serait une erreur de réduire l'industrie du futur à des technologies. C'est trop limitatif. Pour nous, l'intégration de ces nouvelles technologies s'accompagne de nouveaux modes d'organisation, de nouveaux modes de management. Et je donnerai plusieurs exemples tout à l'heure quand on parlera des lignes de production. C'est un enjeu pour moi qui est absolument capital. Et lorsqu'on nous discutons avec nos clients industriels sur des nouvelles lignes de production, systématiquement, on réfléchit sur ces thèmes-là, sur l'ergonomie des postes et puis également sur le management, notamment le management des équipes. Pourquoi ? Parce que un des sujets dans l'industrie du futur, c'est que vous donnez plus de données accessibles au niveau des opérateurs. Et donc, les encadrants, le chef d'atelier, finalement, sa principale légitimité jusqu'à présent, c'était d'apporter des tableaux de bord à ses opérateurs pour dire « regarde où tu en es, voilà ce qu'il faut que tu fasses, etc. » Aujourd'hui, je dirais ce lien il est cassé puisque l'opérateur a déjà toutes les informations. Donc il faut réinventer encore une fois le lien entre les équipes et leurs managers et de manière générale l'organisation. Pour moi, ce qu'on appelle une organisation plus apprenante, c'est-à-dire en donnant plus d'autonomie, plus de responsabilité aux opérateurs sur la base des informations qu'ils ont, et de faire en sorte qu'ensuite il y ait un travail qui soit, je dirais, plus transverse, plus collaboratif au sein des équipes. Et donc ça, c'est une petite révolution aussi. La révolution, elle n'est pas uniquement industrielle, elle est aussi managériale, parce que travailler en équipe en mode projet, c'est pas toujours tout à fait naturel dans des organisations industrielles qui sont très processées et très hiérarchiques. Donc ça c'est un point pour moi de vigilance. Ayant terminé ces propos liminaires, si je reviens sur le jumeau numérique, je voudrais vous en donner une définition assez simple. Pour moi, voilà, c'est un clone virtuel d'un système physique ou d'un processus. Donc il y a deux exceptions pour moi de ce jumeau numérique. C'est soit le jumeau 3D, c'est-à-dire que on le verra tout à l'heure, c'est la machine en 3D avec un certain nombre d'éléments. Donc on va pouvoir simuler des déformations de produits ou d'équipements en fonction des poids, hein. On va travailler donc sur la partie 3D de la machine. Mais c'est également une deuxième exception qui est le jumeau sensoriel, c'est-à-dire l'ensemble des jeux, le jeu de données qui va remonter de l'équipement en fonctionnement, qui va permettre de donner une idée plus précise du fonctionnement et de l'état de la machine. Voilà. Et donc, je vous propose de rester sur ce définition pour la suite, et ensuite de rentrer maintenant dans le détail de des applications qu'on peut imaginer sur la base de ces deux jumeaux numériques. J'ai évoqué tout à l'heure justement tout le processus de maturation pour développer une nouvelle ligne de production.
Eh bien, Alfie Technologies va accompagner ses clients de l'avant-projet à la production, hein, de la modélisation de l'animation, encore une fois, de la ligne au départ, quand on va réfléchir sur les flux et la meilleure manière d'implanter la ligne, jusqu'ensuite à la formation, à la maintenance et l'optimisation. Le premier sujet, modélisation animation, c'est vraiment je dirais le point clé pour réussir un projet, hein. C'est se rendre compte, encore une fois, des enjeux du projet, de la validation des espaces, de l'ergonomie. Et on va pouvoir le faire de manière complètement virtuelle. Donc là, vous avez 4 jumeaux numériques d'usine dans des cas complètement différents, production de briques. En haut à droite, c'est plutôt un centre logistique de type Amazon. À gauche, c'est la logistique de déchargement de containers. Dans chaque cas, ce sont des cas réels, hein, qu'on a développés avec nos clients. On est capable de simuler le comportement physique des produits sur les lignes de production en intégrant les lois physiques de la gravité, des chocs élastiques ou mous, des coefficients de frottement avec les convoyeurs. Et on est donc c'est un élément en termes de simulation dynamique de la ligne, mais on est également capable de rentrer très finement dans la conception des machines et puis de voir l'ergonomie des postes. Et donc sur cette base-là, on accompagne nos clients qui peuvent, avec des lunettes virtuelles, de réalité virtuelle, se mettre à genoux, voir ce qu'il y a sous la machine, comprendre quelle est l'ergonomie, où est-ce qu'on a posé, où est-ce qu'on a mis les moteurs, quelle est la philosophie de conception, quelle est l'ergonomie. Donc on est vraiment dans une phase de co-développement avec le client sur cette ligne de production. Et puis, oui, ce que je disais, c'est que c'est également, je vous ai parlé d'ergonomie et de simulation, puisqu'on va simuler les flux en intégrant ces comportements, c'est ce que j'ai écrit sur cette slide. Pour vous donner un exemple, on a été capable de faire un jumeau numérique, un prototype virtuel d'une ligne de déchargement de colis pour DHL, pour leur centre de R&D, avant de faire la ligne physique. Et on a validé l'ensemble des concepts de cette ligne de déchargement de colis avec DHL sous format de prototype virtuel. Et donc, au lieu d'avoir une machine qui coûte 1 million d'euros et qu'on met 1 an à développer, ça nous a coûté 4 semaines de travail et de calcul, un coût de l'ordre de 50 000 euros pour développer le jumeau. Et sur cette base-là, on avait suffisamment je dirais, de sécurisation du projet pour que le client puisse ensuite acheter la ligne physique. Hein, donc, ce sujet simulation du jumeau numérique, c'est un effet de levier assez important pour favoriser l'innovation dans le monde des machines, comme chez nous. Je vous ai évoqué aussi sur la simulation un autre sujet, c'est la place de l'homme dans l'usine. On en a parlé tout à l'heure en termes d'organisation. Quand on fait un projet d'automatisation, si on n'intègre pas la place de l'homme, on se plante, parce qu'à la fin, il y a toujours une interface entre l'homme et la machine. Donc si la machine, la ligne de production fonctionne bien, mais qu'on néglige la partie ergonomie, l'interface entre l'homme, la ligne de production et l'homme, eh ben l'ensemble de la ligne ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est un enjeu clé. Et ERAM est un partenaire de WIT Network. Hein, vous avez vu, c'est leurs chaussures connectées dehors. Voilà un petit exemple que j'aime bien citer. Justement d'un projet pour Gémeaux qui a voulu développer un magasin automatisé, une manière de fonctionner sa logistique radicalement différente, avec à un moment donné une difficulté pour que les hommes s'approprient le projet et acceptent vraiment ce changement de travail. Et donc ils sont venus nous voir pour dire on aimerait que vous nous aidiez à travailler sur des postes opérateurs, à faire cette implantation des postes opérateurs et à faire la formation des opérateurs sur cette nouvelle ligne. Et donc c'est ce qu'on a présenté ici. Alors je vais aller assez vite. Voilà. Et donc ce que vous voyez ici, c'est globalement ce que voit un opérateur qui a chaussé les lunettes de réalité virtuelle et qui va se promener dans la ligne de stockage de Gémeaux et qui va comprendre quel est l'outil de travail sur lequel il va travailler quotidiennement demain, quoi. Hein, donc ça lui permet petit à petit de s'approprier l'outil. Encore une fois, cette phase d'appropriation, elle est super importante. Et c'est cette phase-là qui va permettre d'augmenter l'engagement des équipes de l'industriel. Et puis, et ben voilà, on va le voir se promener dans la ligne. Je ne vais pas aller plus loin dans la simulation, hein, mais encore une fois, c'est un outil qui est capital dans cette phase de lancement d'une nouvelle ligne de production.
Et pour vous donner un autre exemple qu'on a fait sur Maison du Monde, on est en train de réaliser le stockage automatisé pour Maison du Monde en Normandie, qui sera le stockage automatisé le plus grand du monde, avec 1 million de mètres cubes pour desservir tout le nord de l'Europe. Donc c'est Alfie qui participe à ce projet. On a un sujet clé, c'est que lorsque les colis de meubles arrivent, il faut les décharger et les mettre en stockage. Ou lorsqu'ensuite, dans la station de picking, il faut récupérer les différents éléments pour les commandes. On est sur une phase d'interface. Et on a fait ce gros travail de design avec les consultants de Maison du Monde pour définir l'ergonomie du post-opérateur. Donc, quelle était la surface nécessaire autour de la palette, la taille des tables de choix, la hauteur, le positionnement des boutons, des écrans. Donc tout ce travail-là, on le fait en réalité virtuelle et on définit le jumeau numérique en co-développement avec nos clients. Voilà. Et ça, c'est un élément clé, encore une fois, pour le succès du projet. Une fois qu'on a développé et qu'on a finalisé la conception de la machine, il faut aller vite. Voilà, le projet est défini, maintenant il faut le livrer. Et il y a un point clé qui nous permet le jumeau numérique, c'est qu'on est capable de faire l'émulation des programmes automates. C'est-à-dire qu'alors que la machine n'est pas encore produite, il y a des pièces, la machine n'est pas assemblée, on a des équipes qui travaillent et qui programment les automates dans tous les cas de production et qui vont émuler le programme automate sur le jumeau numérique. Donc vous allez voir la réaction de la machine, c'est-à-dire que quand je programme la vitesse et l'accélération d'un moteur, au lieu d'avoir le moteur qui tourne, eh bien j'ai un moteur numérique qui tourne et qui entraîne une charge, et donc ça me permet de vérifier que les flux sont bien respectés. Ce que vous voyez par exemple sur cette ligne, c'est un autre projet. Ça, c'est un projet qui fait 100 mètres sur 100 mètres en termes d'espace, pour vous donner un peu une ordre de grandeur. C'est le premier stockage automatisé de poutres dans l'Europe qu'on est en train de réaliser dans le sud de la France. Donc, c'est des grands transstockers qui font 15 mètres de long, 30 mètres de haut et qui prennent des poids jusqu'à 6 tonnes donc pour manier des poutres. Et là, ce que vous voyez là, en accéléré, c'est le résultat de l'émulation des automates pour gérer, pour définir la stratégie de stockage des poutres et le déstockage des poutres. Voilà, donc les équipes travaillent de manière virtuelle, encore une fois, sur le jumeau numérique, alors que les machines ne sont pas encore sorties de terre réellement. Et ça permet encore une fois de travailler, de paralléliser un certain nombre de tâches et de gagner du temps et de sécuriser derrière le ramp-up de la ligne. Une fois que la ligne est produite, une utilisation intéressante aussi de jumeau numérique, c'est la formation en réalité virtuelle. Je parle beaucoup de ce sujet-là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure pour l'ergonomie des postes, et donc la formation des opérateurs en interface, mais c'est également sur les machines un certain nombre de procédures d'exploitation ou de maintenance qu'on va pouvoir réaliser sous format virtuel. Et encore une fois, c'est un levier pour engager les opérateurs et les fidéliser. Il faut avoir en tête aussi qu'une grande difficulté des industriels, c'est qu'ils ont du mal à recruter, dans des cadres parfois qui sont un peu difficiles. Voilà. Et donc, apporter des outils virtuels de cet ordre-là, ça permet de valoriser la ligne de production, de valoriser le poste de travail, et c'est quand même un facteur de fidélisation et d'intérêt du poste aussi, quoi. Donc, pour nous, c'est vraiment un élément important, je dirais, à considérer lorsqu'on lance une nouvelle ligne de production. Donc voilà, je vous ai parlé du jumeau numérique 3D. Et si je parle du jumeau numérique, c'est-à-dire remontée de données, une fois que l'ensemble de ces lignes sont en fonctionnement, en fait, on les connecte et on récupère les données sur un logiciel qui s'appelle Alfie News, qui va nous permettre de remonter un certain nombre d'informations et de les traiter, et d'utiliser le jumeau sensoriel cette fois-ci pour comprendre le fonctionnement de la ligne. Alors vous avez des données qui sont très simples, la maintenance préventive. On sait tous ce que c'est. On a du mal à relier la maintenance préventive au fonctionnement réel, au nombre d'heures réelles de la machine. Alors encore une fois, c'est ce que permet de faire cet outil. Et puis surtout, il permet, parce qu'on a l'ensemble des analyses, de faire de la maintenance conditionnelle ou prédictive ou de la résolution de problèmes. Donc on a un outil qui va collecter les données, qui va être un peu le carnet de santé de la ligne de production. Et c'est ce qu'on appelle le jumeau sensoriel. Et pour vous donner un exemple sur l'outil que vous avez vu présenter tout à l'heure, voilà le type d'interface graphique qu'a notre client qui utilise notre transstocker, où vous avez
la capacité sur la ligne virtuelle de cliquer pour avoir ce qui se passe en termes de maintenance, de documentation de Snap. Donc voilà, typiquement, quand l'opérateur il sait plus ce qui se passe, je dirais précédemment, vous aviez un classeur de maintenance, au mieux un CD-ROM. Bon, maintenant, tout est numérisé et tout est accessible sur une même interface avec, je dirais, l'ensemble des procédures de maintenance et puis des éléments à remplir pour vérifier que la maintenance a été faite correctement. Avec un mur où on va pouvoir répondre et noter, prendre des photos sur ce qui se passe réellement sur la ligne. Donc on va collecter des données qui viennent de tous les horizons. C'est ça qui fait la richesse de l'outil et qui fait qu'on est sur un véritable outil. On n'a pas des outils séparés, le ERP d'un côté, le MES de l'autre, la supervision, et puis un GMAO de l'autre. On a un outil qui récupère l'ensemble de ces informations et qui donne une image la plus complète possible. Et puis surtout, c'est la dernière slide sur laquelle je vais m'arrêter, cet outil, il rentre, on a connecté l'ensemble des moteurs. Une GMAO, elle va pouvoir dire bon, il faut à un moment donné lubrifier la chaîne parce qu'il y a X heures. Dans le jumeau numérique, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir rentrer au niveau de chaque axe. Ce que vous voyez, par exemple, là, c'est un axe moteur. Donc, vous avez le temps de marche, le nombre de chargements, le nombre de cycles. Mais on est capable de rentrer sur les axes étant numérisés, sur les vitesses et les positionnements des axes, et de rentrer à la microseconde sur l'ensemble des événements qui peuvent se passer sur une ligne. Donc, on a un niveau de données qui était très fin et très détaillé, qui permet ensuite de faire des analyses les plus pertinentes possibles. D'accord ? Et c'est ça, on va jusque-là dans le jumeau numérique. Parce que ce que je vous ai présenté précédemment, on va dire, bon, GMAO, ça existe déjà une GMAO, on n'a pas besoin d'un jumeau numérique pour ça. Mais lorsqu'on rentre dans ce niveau de détail et qu'on a besoin de comprendre, je ne sais pas, il y a eu une défaillance sur la machine, de comprendre exactement ce qui s'est passé, c'est ce niveau de détail dont on a besoin. Et c'est là où le jumeau sensoriel rentre en ligne de compte. D'accord ? Et c'est sur la base de ces données, ensuite, que ce soit température, vitesse, accélération, axe, des moteurs, des variateurs, etc., qu'on va être capable ensuite de faire de la maintenance prédictive. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc très rapidement, je termine sur le retour d'expérience. Ce que je peux dire sur ce jumeau numérique et de manière générale sur l'industrie du futur, c'est de dire on voit des clients industriels qui sont relativement démunis face à une offre qui est assez variée, abondante, hétérogène aussi. Grands groupes comme start-up, tout le monde s'empare de l'industrie 4.0 et apporte sa solution aux clients. C'est assez compliqué. Et puis le client industriel, il a quand même un problème parce qu'il se dit, moi comment je fais pour avoir des technologies qui sont interopérables, compatibles, et pérennes, avec un scale-up, une capacité de déployer les mêmes technologies partout dans mes différentes usines, c'est un vrai sujet. Et nous, notre réponse est de dire, d'une part, les technologies sont maintenant aujourd'hui fiables et quasi matures. Donc, ce premier frein, on est capable de le lever. La deuxième chose, c'est qu'on nous pose beaucoup de questions sur la sécurité des données, puis alors la propriété des données. C'est des questions qui sont déjà tranchées depuis de nombreuses années. Les données appartiennent aux industriels et pas aux producteurs de logiciels ou aux producteurs d'algo. L'algo est propriétaire de son algo, mais le résultat des algos, c'est bien l'industriel qui en est propriétaire. Donc ces questions, elles sont relativement simples. Et enfin, notre point de vue, c'est que le producteur de machines, l'industriel a besoin d'un chef d'orchestre quelque part qui anime du début jusqu'à la fin de son installation les différentes technologies. Et on considère que c'est en effet le producteur, le fabricant de ligne de production qui est le mieux à même d'avoir cette casquette pluridisciplinaire entre l'IoT, la mécanique, l'automatisme, l'informatique, et qui va assurer ensuite la maintenance des machines. Voilà. Et donc c'est probablement un des gages du succès de l'intégration de ces nouvelles technologies. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Le temps qu'on fasse le transfert, vous préparez. Peut-être une question pour Yann. Donc on voit déjà une définition s'amorcer entre jumeaux 3D, jumeaux sensoriels. Est-ce qu'il y aura une notion aussi de temps réel peut-être aussi qui est... Oui, alors typiquement, la notion de temps réel, pour l'instant, elle n'est pas traitée. On est capable de remonter le temps
hein, et on a une série chronologique de données sur lesquelles on est capable d'analyser. La notion de temps réel, on ne l'a pas intégrée pour l'instant parce qu'il n'y a pas les technologies adéquates. L'année dernière, on a animé une session sur la 5G. Aujourd'hui, la 5G et le temps de latence très faible de la 5G permet de faire remonter plus rapidement les données. Alors après, on peut remonter des données directement via la supervision. Mais l'enjeu du jumeau numérique aujourd'hui, c'est pas d'agir sur la machine en temps réel, c'est de faire l'analyse a posteriori. On s'interdit pour l'instant, on travaille en boucle ouverte aujourd'hui, et les clients ne sont pas prêts, en fait, à ce qu'à distance ou via une intelligence artificielle, on puisse agir sur la machine. Donc, sur le jumeau numérique, on travaille plutôt en boucle ouverte, où on analyse les données, et ensuite on les redonne. On redonne une analyse à l'opérateur qui va agir. Voilà. Et donc, la notion de temps réel sur ce jumeau numérique, on ne l'utilise pas directement dans les cas qui sont les nôtres, en tout cas. Oui, je pense que c'est des questions, on reviendra sur la table ronde tout à l'heure, hein, sur cette contradiction. S'il y a d'autres questions par rapport à la présentation de Yann? Bon, c'est un petit peu difficile, hein, c'est le matin, là, il faut s'échauffer, mais allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment votre matinée. Bien, merci Yann. Mohamed? Pardon, excuse-moi, c'est Amine. Amine, est-ce que tu peux nous présenter donc maintenant ta partie? Très bien, merci beaucoup. Merci bien, bonjour à tous. Donc, je suis Amine Amar, professeur des universités à l'ENSAM d'Angers. Donc, je vais vous présenter quelques activités liées au jumeau numérique et surtout fait en partenariat avec le groupe éditeur de logiciels ESI. Là, on n'est pas au niveau d'une ligne de production ou d'une grande usine, mais surtout on s'intéresse à ce qui se passe à l'échelle d'une pièce mécanique, d'une déformation d'une pièce mécanique, d'une sollicitation locale d'une pièce mécanique. Donc c'est une chaire qui est engagée avec l'ENSAM pour 5 ans et qui est répartie sur l'ensemble des centres de l'ENSAM. Notamment, donc en particulier le centre d'Angers pour lequel il y a des activités sur l'intelligence artificielle et la relation avec la fonderie, et également l'établissement de modèles multiphysiques à partir de modèles mécaniques de décomposition plan hors plan. Ce sont des éléments qui nous permettent de prédire, par exemple, avec une approche jumeau numérique au clan virtuel. Je vais emprunter le même terme utilisé par Yann Jobert tout à l'heure, pour prédire, par exemple, le crash de voiture. Avant de démarrer, alors ça c'est plus quelques transparents introductifs parce que quand même je suis enseignant-chercheur donc je dois faire preuve de ma capacité d'être pédagogique au début. Qu'est-ce que c'est qu'un jumeau? Nous avons des données, nous avons un problème physique qui évolue comme vous le voyez ici sur le graphe rouge. Et on doit à partir de ce graphe créer un clone virtuel ou un jumeau virtuel. Eh bien, je vais, par exemple, me baser dans un premier temps, intuitivement, sur une sélection de données. Je vais prendre un point ici et un point là. Et puis, j'interpole les deux points. Et voilà un très mauvais jumeau. Une droite à la place d'un comportement qui oscille. Alors, je vais essayer de dépenser plus d'argent et je vais rajouter un troisième point, en espérant capter correctement la physique. Et finalement, je vois que j'ai 2 traits. Alors, est-ce que quand je fais 4 points, je vais être plus fidèle à la réalité? Eh bien, par malchance, je suis tombé sur les extrémums. Donc, mon jumeau, il a complètement reproduit quelque chose de complètement différent. J'en mets 5, j'en ai pas plus d'informations qu'avec 3. Avec 6, bon, je commence à capter un peu la réalité. Donc finalement, construire un jumeau à partir de données, c'est très pauvre et c'est très difficile. L'idéal, c'est quoi? C'est de compléter ce jumeau par la physique. C'est construire dans un premier temps ce qu'on appelle un modèle, une équation. Alors certes, toujours, même si on prend les problèmes les plus simples aujourd'hui, l'équation de Newton, entre résoudre somme des forces égale m gamma et faire réellement le test, il y a toujours un écart. Mais au moins, on a supprimé une très grande partie des choses qu'on pourrait déjà mettre dans le jumeau. Donc, imaginons que le modèle nous donne cette courbe en pointillé, et la réalité, c'est la courbe
rouge, là on s'est approché correctement de la physique. Et ce qui reste à rattraper, c'est le gap. J'ai pas l'impression que le micro il marche. Et ce qui reste à rattraper, c'est juste le gap entre le modèle et la réalité. Et c'est ce qu'on appelle ignorance. Et vous la voyez ici avec la courbe bleue. Voilà, pour recentrer ou resituer un petit peu les terminologies qu'on utilise. On a un jumeau numérique quand il y a une approche purement basée sur les données. Sur la physique, c'est-à-dire sur les équations. On peut dire qu'il s'agisse d'un jumeau digital quand on est uniquement, quand on mène une approche basée uniquement sur les données. Et quand on mixe les deux, quand on fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on a un modèle d'ignorance plus un modèle physique. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un modèle hybride. Quels sont nos outils pour construire déjà la première couche, c'est-à-dire l'approche jumeau numérique? On a développé depuis une dizaine d'années l'approche PGD. PGD, ça veut dire Proper Generalized Decomposition, une décomposition généralisée propre. Quel est l'intérêt de cette approche? Cette approche nous a permis de résoudre des problèmes dans des dimensions élevées, dans des espaces-temps, je simplifie, je pragmatise. Il s'agit plus qu'une simple utilisation d'un logiciel pour simuler un comportement mécanique. Par exemple, si je prends cette salle et je me demande de calculer le champ de la mécanique des fluides, de la vitesse, la pression, sur un espace que je discrétise en 1000 par 1000 par 1000, ça fait 1000 puissance 3, ça fait beaucoup déjà. 10 puissance 9, information à stocker, c'était déjà pas mal. Si je rajoute une ignorance sur la viscosité, sur la vitesse à l'entrée, sur des conditions limites, chaque inconnu que je rajoute pourrait constituer une dimension supplémentaire de l'espace. Donc on ne sera pas en dimension 3, mais on sera en dimension 4, 5, 6. Imaginez si vous faites 1000 puissance 6 ou 1000 puissance 9, c'est une quantité aujourd'hui qu'on n'est pas capable de stocker sur n'importe quel ordinateur au monde. Alors, bien sûr, quand on fait une simulation pour un jeu d'entrée, pour un jeu de données bien connu, une vitesse connue, une viscosité connue, on se remet dans l'espace 3. Mais l'idéal pour construire un jumeau et pouvoir le manipuler sans a priori connaître tous ses paramètres, il y a tout un travail à faire offline pour que l'utilisateur, quand il est face à son application, il a juste à préciser les paramètres et il a sa solution en temps réel. Donc, bien sûr, ça c'est l'idée, mais dans les pratiques, écrire d'un modèle élément fini aux différences finies, au volume fini, ou tout ce que vous souhaitez en dimension élevée, c'est impossible. Donc, on s'est basé sur une approche qui nous permet de décomposer la solution comme somme de produits tensoriels de fonctions, c'est-à-dire comme fonction de x, admettons que l'espace contienne x, y, z et w, plutôt que de chercher ça par la solution dans l'espace élevé par des produits de fonctions, par un full grid, c'est-à-dire une grille complète, on va chercher la solution comme une suite de séries de Fourier qui convergent, c'est-à-dire f de x fois φy fois fz fois f de w, et éventuellement, dans le meilleur des cas, quand la solution est séparable, elle s'écrit comme un seul produit. Mais quand elle n'est pas séparable, on aura besoin de 2 produits, 3 produits, 4 produits. Mais dans tous les cas, ça reste moins gourmand que la méthode full grid qu'on a évoquée tout à l'heure. En plus de cette technique PGD, on va avoir d'autres techniques qui sont les techniques code-to-vect qu'on utilise, les techniques SVM, le support vector machine, les techniques de décision tree, toutes les techniques qui nous permettent de faire de l'apprentissage qu'on utilise ou qu'on développe. Alors, passons à quelques applications, parce que je sais que ce n'est pas surtout l'aspect technique et les équations qui vont vous brancher. Une première application, elle concerne une thèse qu'on est en train de faire sur justement un jumeau des défauts de pièces obtenues de fonderie. Alors je suis désolé, on n'est pas à l'échelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, de toute l'usine, mais on est à l'échelle juste d'une pièce et on souhaite construire le clone virtuel de cette pièce. Donc nous avons ici une pièce en fonderie, elle est pratiquement, elle a une section bidimensionnelle constante que vous voyez ici, c'est ça sa section, et on souhaite prédire les défauts, c'est-à-dire la porosité dans la matière, quelles que soient les conditions ou limites, c'est-à-dire quels que soient les coefficients d'échange thermique entre la pièce et la partie haute du moule et la pièce et la partie basse du moule. Et cela à partir de peu de données, c'est-à-dire à partir de
3 combinaisons de paramètres P1 et 3 combinaisons de paramètres P2, c'est-à-dire au total, on va faire réellement 9 simulations. Et on souhaite construire un clone virtuel qui est capable de nous donner la solution en porosité et en température, quelle que soit la combinaison de ces deux paramètres. Donc on va construire une solution, on va l'extrapoler sur un champ total, sur un espace total de P1, P2 des deux paramètres. Et vous voyez ici, sur cette animation, une prédiction du champ thermique. Donc vous voyez que l'utilisateur dispose de deux curseurs. Alors je vais peut-être arrêter celle-ci pour que celle-ci marche. Je n'ai pas l'impression qu'elle marche. Si, elle marche. OK. Donc vous voyez que l'utilisateur bouge deux curseurs ici, de paramètres P1 et P2, peut bouger également le temps et peut obtenir en temps réel sa solution. Vous voyez, je l'ai avancé pour que vous voyez toutes les configurations possibles qu'on peut avoir dans du champ thermique. Et il en découle un champ de porosité également qui est contrôlable par l'utilisateur. Vous voyez sur la partie basse de la fenêtre comment, en bougeant les coefficients de convection, automatiquement on est capable de localiser où sera le défaut dans la matière. Donc ce jumeau numérique, c'est bien plus qu'une simulation qu'on pourrait avoir à partir d'un code de calcul. Ça, c'est l'équivalent d'avoir une solution multidimensionnelle, très très riche, avec toutes les combinaisons de paramètres P1, P2, et les construire offline, mais quand l'utilisateur il est devant sa tablette ou devant son environnement de réalité virtuelle, eh bien, il est capable d'avoir en temps réel, c'est un mot-clé, le temps réel dans le jumeau numérique. Le temps réel, c'est d'avoir la solution instantanément, parce qu'un calcul comme ça dure 2 heures sur la machine. Il ne s'agit pas de rebasculer le calcul sur la machine à chaque fois quand on a fait évoluer la valeur des paramètres. Un deuxième exemple qui peut être lié aux suspensions de macromolécules. Alors ça, c'est des choses qu'on pourrait retrouver dans les suspensions de fluides agroalimentaires, biologiques ou encore les médicaments. Des médicaments contiennent souvent des macromolécules ou même les fluides qu'on injecte dans le sang. On a envie de contrôler, de maîtriser l'état d'orientation de ces macromolécules pour faire rentrer, par exemple, ces macromolécules dans des veines sans utiliser d'outils. Il s'agit de construire un champ d'écoulement fluide, par exemple convergent, pour que la cinématique de l'écoulement contrôle le comportement de la macromolécule. Aujourd'hui, si on se contente des approches classiques de la modélisation d'écoulement viscoélastique, on va avoir tout simplement à résoudre des équations différentielles. Des équations différentielles, c'est 3 informations ou 6 informations en 2D, et c'est très très pauvre pour décrire un état d'orientation macromoléculaire. Alors que finalement, une macromolécule de médicaments contient une centaine, voire des milliers de liaisons d'atomes carbone-carbone ou d'atomes ou de branches principales dans la chaîne qui la constitue. Donc on n'est pas capable de faire des modèles de comportement. Impossible de résoudre ça avec des modèles de comportement. Ce qu'on a fait, c'est on s'est basé bien sûr sur une approche de type dynamique moléculaire pour prendre finement toutes les interactions qui existent entre les atomes au sein d'une chaîne, et on a mis la chaîne dans des configurations très différentes de taux de cisaillement, taux d'élongation, etc. Et on a tourné ça 10 000 fois pour un tirage aléatoire de configuration. Et à partir de ce tirage, on a essayé de trouver la relation de façon empirique. Ce qui est physique, c'est l'écoulement et le modèle d'interaction atomique. Mais la relation qui va venir après, qui va relier le taux de cisaillement ou le taux d'élongation ou le gradient de vitesse à la conformation macromoléculaire, si elle est déformée comme ça ou comme ça ou comme ça, ça c'est empirique. C'est une surface de réponse qu'on a construit sur un espace de dimension élevée. Et donc là, on est capable de construire une relation, une boîte noire, qui va nous donner à chaque fois, pour chaque combinaison de taux d'élongation, taux de cisaillement, l'orientation moléculaire. Et c'est l'orientation qui est l'élément clé qui serait capable de nous donner une information sur l'ordre qu'on va créer au sein d'une population de macromolécules.
Alors, un exemple aussi d'application qu'on retrouve dans les codes de l'éditeur de logiciel ESI, ça c'est le code ESI Player, c'est le retour mécanique d'une tolle quand elle est sollicitée et pour laquelle on ne connaît pas a priori les propriétés matériaux, les propriétés d'épaisseur, etc. Donc finalement, on est dans encore une fois dans des simulations, dans des prédictions avec des espaces paramétriques de dimensions très, très élevées. Mais toute la solution, elle est préparée offline et à un certain moment, l'utilisateur pourrait la manipuler, pourrait changer les ISO, les valeurs des paramètres et voir en temps réel quelle est l'incidence sur le champ de déformation, sur le champ de contrainte, sur l'endommagement, etc. Peut-être si je dispose encore d'une minute ou deux, je voudrais finir sur un cas de sollicitation mécanique qui peut servir pour des applications biomédicales également. Si je prends une pièce mécanique et je souhaite, et ça c'est un exemple qu'on a fait en partenariat avec l'équipe de Laval, et on l'a mis réellement en application, c'est-à-dire l'utilisateur pourrait manipuler la pièce en mettant des lunettes virtuelles et en touchant à la pièce virtuellement avec une gadget. Je prends une pièce mécanique et je mets mon doigt dans la pièce mécanique. J'impose un effort. Ça, c'est un problème qui nécessite de basculer sur un abacus ou sur un code de calcul tel qu'en 6 et puis faire un calcul qui dure 1 heure ou 2 et sortir le résultat. Mais si je ne connais pas où est-ce que je vais mettre mon doigt et si je ne connais pas dans quelle direction mon doigt va s'appliquer, ça devient un problème de dimension 8, puisqu'on a les 3 directions de l'espace plus les 2 positions, la position que je ne connais pas qui est sur la surface du solide. Donc c'est un problème de dimension 8. Ce problème, il est fait une seule fois de dimension 8, il est résolu avec les outils qu'on a présentés tout à l'heure, et il est stocké une fois pour toutes. Ça a duré ce que ça a duré peut-être 4 jours, mais il est stocké une fois pour toutes. Maintenant, quand l'utilisateur met les lunettes virtuelles, il vient avec son outil, il va chatouiller ce solide. Eh bien, on est capable de donner la réponse mécanique. La réponse mécanique, finalement, c'est quoi? C'est la projection de cet espace, de cette solution dans l'espace de dimension 8 sur l'espace de dimension 3. Cette projection, on est capable de la faire au temps du calcul du temps réel, c'est-à-dire à 90 mises à jour par seconde. 90 mises à jour de la solution par seconde. Donc vous voyez bien, on peut tirer les oreilles du lapin, on peut le chatouiller, et on a la solution en temps réel que vous voyez ici. Une application intéressante, donc ça, on est capable de le vivre en environnement virtuel avec les lunettes. Bien sûr, bon, les limitations, c'est qu'il faudrait qu'on se limite, que l'utilisateur limite le point d'application à l'espace qu'on a mis dans le modèle offline. Donc, vous voyez, avec cela, maintenant, on pourrait s'entraîner à chatouiller, par exemple, des organes de l'être humain, tels que le foie, par exemple, et puis voir comment ces organes répondent en temps réel. Et estimer un petit peu peut-être la relation entre les maladies puis la réponse mécanique ou la raideur viscoélastique de ces différents organes. Je ne vais pas consommer plus de temps, je vois qu'on est un petit peu en retard. Donc, merci pour votre attention. Merci Amine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Donc on voit qu'en fait on peut faire aussi du temps réel avec des outils du pré-traitement. On aime bien avoir des jumeaux en temps réel. Très bien. Oui, ce que je voulais dire, c'est un point intéressant dans ta présentation là sur l'analyse de fonderie, c'est qu'on peut très bien imaginer donc coupler ça à la production et en temps réel, en fonction des paramètres qui sont relevés instantanément sur un certain nombre de paramètres et caractéristiques du process, savoir en fait le défaut qu'on est en train de générer, ce qui permet finalement d'avoir la qualité de la production en temps réel en fonction des évolutions des différents paramètres. Merci bien. Et effectivement, on voudrait également réajuster les paramètres process
on voudrait réajuster les paramètres process en temps réel pour rattraper ces défauts. Donc c'est cette boucle qu'il faudra finaliser à long terme. Oui, c'était un point qu'abordait Yann tout à l'heure, en fait effectivement, sur aujourd'hui boucle ouverte, demain boucle fermée, et justement, juste par rapport à ces systèmes de qualité, contrôle qualité. Une autre question? Bien, merci Amine. Merci Lydia. Je vais laisser la parole à Johan Mesmin, donc de Siemens Industry Software, pour nous donner le point de vue d'un éditeur de solutions au travers de quelques exemples que vous avez pu mener. Donc je me présente en 2 mots, le temps que Jean-Philippe partage la présentation. Donc je suis Johan Mesmin, en fait j'ai en charge l'activité business développement chez Siemens Digital Industry Software. Donc je ne suis pas expert transformation digitale comme c'était écrit tout à l'heure, je suis responsable de l'activité business développement chez Siemens Digital Industry Software. Donc ma présentation va s'articuler autour de 3 points et de 3 thématiques principales. La première, je vais rappeler brièvement l'activité de Siemens et l'entité à laquelle j'appartiens, donc Siemens Digital Industry Software. Ensuite, je parlerai précisément de l'utilisation du jumeau numérique en conditions opérationnelles, parce qu'il ne faut pas oublier que la finalité d'un jumeau numérique, c'est d'être utilisé en temps réel, d'être exploité en temps réel. Et en 3e partie, je donnerai des exemples d'applications, des cas références de ce Siemens dans ce contexte-là. Et enfin, je conclurai ma présentation. Donc Siemens, comme vous le savez tous, Siemens, c'est avant tout un industriel, ce qui est un différenciateur fort par rapport à d'autres éditeurs de logiciels. Siemens, 400 000 personnes dans le monde à peu près, a des activités dans la santé, dans l'énergie, turbine à gaz, turbine à vapeur, énergie éolienne, la mobility, les transports urbains, le bâtiment, énormément, une grosse activité autour du bâtiment, tout ce qui est sécurité incendie, optimisation thermique, smart grid, et une activité digital industrie à laquelle j'appartiens. Donc digital industry, aujourd'hui, c'est différentes activités. Et quand on parle de production, l'activité en lien avec l'automate est quelque chose d'important. Une grosse activité de Siemens, comme vous le savez certainement, c'est l'activité automation pour accompagner nos clients dans le développement et dans la mise en place d'automates sur les lignes de production. Et donc, depuis une grosse quinzaine d'années, Siemens a décidé d'investir énormément sur la partie software en faisant de la croissance externe et en ayant une entité spécifique, Siemens Digital Industry Software, qui va permettre de coupler la partie réelle, donc la partie hardware, à la partie software, et de répondre à ce besoin de virtual commissioning et de proposer des modèles le plus prédictifs possible et le plus complet possible. Donc cette partie software, elle est associée évidemment à une forte croissance externe, énormément d'acquisitions de Siemens durant ces 15 dernières années, beaucoup de sociétés rachetées pour avoir un portefeuille le plus complet possible et le plus large possible pour accompagner nos clients dans cette transformation numérique et pour les accompagner sur différentes thématiques. Ce qui est important également, c'est que cette offre, comme je l'ai dit précédemment, va permettre d'associer, de coupler le monde réel et le monde virtuel et d'avoir cette combinaison. Et quand on parle de jumeaux numériques, c'est vraiment essentiel de pouvoir avoir cette capacité d'optimiser et d'utiliser la donnée en continu, en complémentarité du modèle virtuel et de pouvoir optimiser, de pouvoir innover en combinant la partie réelle, ce qu'on obtient du terrain, et la partie virtuelle. Donc c'est toute la finalité, ça va être toute la teneur de ma présentation, c'est comment aujourd'hui, par des démarches de création de jumeaux numériques, je vais pouvoir les réexploiter en conditions opérationnelles. Donc pour ce faire, le portfolio très rapidement de Siemens Digital Industry Software s'appelle Accelerator. Il s'appuie sur 3 grands piliers que vous avez ici en bas. Donc le premier, c'est le développement de modèles et de jumeaux numériques le plus compréhensif possible, le plus prédictif possible, le plus complet possible. Le deuxième, c'est la personnalisation, l'adaptabilité et la modernisation des outils de production. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, une usine ne produit plus qu'une seule référence, produit des multiples références. Donc on a besoin d'être agile, flexible, de pouvoir avoir des outils et des aides à la décision au quotidien qui vont permettre d'adapter sa production. Donc l'adaptabilité, la personnalisation d'outils de production et la flexibilité, la maîtrise de l'écosystème, que ce soit en amont ou en aval de l'usine, sont des points essentiels de notre offre. Et cette offre va s'appuyer sur 8 thématiques que vous voyez autour de cette roue. Je ne vais pas tous les détailler, mais on va du monde de la mécanique au monde du manufacturing en passant par l'IoT. Donc aujourd'hui, notre offre va permettre d'accompagner les défis d'utilisation des jumeaux numériques vont être dépendants des sociétés et des industries. Donc notre offre, Accelerator, notre portefeuille va permettre d'accompagner nos clients, quel que soit son domaine industriel. Aussi bien dans le monde du process, j'y reviendrai parce que le monde du process va avoir besoin plus que le monde du discret de ces jumeaux numériques, que donc le monde du discret. Donc on va travailler aussi bien avec des Sanofi, avec des grands partenaires de l'oil and gas, que des constructeurs automobiles ou aéronautiques. Donc notre offre va pouvoir accompagner nos clients dans ces défis de transformation numérique, quelle que soit son industrie. Donc aujourd'hui,
cette offre c'est des jumeaux numériques, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas un jumeau numérique, on a plusieurs jumeaux numériques, vont permettre d'aller développer, nos outils vont permettre de développer des jumeaux numériques du produit, donc pour accompagner les ingénieurs de bureaux d'études, des bureaux de conception, donc avec différentes thématiques à adresser, l'acoustique, la fatigue, la structure, etc., etc. Les jumeaux numériques de la production, donc on parle d'ergonomie du poste de travail, d'usinage, d'optimisation des flux, de virtual commissioning. Les jumeaux numériques de la performance, donc les solutions qui vont être utilisées en conditions opérationnelles, comment je vais aider l'opérateur à prendre des décisions, comment je vais accompagner le directeur de qualité pour superviser au mieux sa production, comment je vais donner au directeur de production de meilleures informations pour l'aider à gérer les aléas de l'outil de production. Et tout ça, c'est combiné, et tout ça, ça doit interagir, et la data doit servir à alimenter, à innover, et via la continuité numérique de pouvoir aider nos industriels à prendre des décisions. Donc ça, c'est l'intégration horizontale. Et la particularité de Siemens, comme vous l'avez compris, c'est de pouvoir proposer aussi cette approche verticale, donc avec la connexion IT-OT, le lien entre le monde du software et le monde du hardware, et de pouvoir, à différents niveaux, avoir des solutions qui vont permettre de combiner la data issue de la machine, la data issue de la ligne, la data issue de l'usine, avec ce modèle virtuel pour avoir cette capacité à l'utiliser en conditions opérationnelles et à aider nos clients à prendre des décisions. Donc, je reviens très brièvement sur concept, parce que ce concept est vraiment essentiel pour comprendre l'intérêt et l'utilité d'un jumeau numérique. C'est qu'en fonction du niveau et en fonction de la personne qui va devoir l'exploiter, le niveau de précision, les informations à remonter, les informations à exploiter vont être dépendantes entre un opérateur qui va être sur le shop floor, quelqu'un qui va travailler au niveau de l'usine ou une personne qui va devoir centraliser, superviser une multitude de sites de production, donc avoir des informations plutôt orientées cloud et IoT. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que le jumeau numérique va devoir s'adapter aux besoins de l'utilisateur final, et c'est ce besoin-là qui va définir la précision et le modèle à développer au niveau du jumeau numérique. Un point essentiel également sur lequel je vais insister, c'est la partie capteur virtuel, parce que le jumeau numérique doit permettre de donner de l'information que je ne sais pas mesurer. En fait, il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes qui se produisent que je ne peux pas mesurer. Donc, ce jumeau numérique va devoir combiner à la data, donc c'est cette approche hybride que Amine mentionnait tout à l'heure, combiner à la data, le jumeau numérique va permettre de compléter l'information et de pouvoir développer un modèle le plus prédictif possible en apportant cette notion de capteur virtuel, donc de virtual sensor, et donc de pouvoir offrir une meilleure prédictibilité, offrir un meilleur modèle beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, beaucoup plus près de la réalité. Donc pour ce faire et pour exploiter au mieux un jumeau numérique, on distingue aujourd'hui chez Siemens 5 étapes successives que je vais détailler par la suite. Donc l'analyse de la data, l'historian, le développement d'un jumeau numérique, évidemment, cette nécessité d'identifier les capteurs virtuels qui vont m'être nécessaires pour bien comprendre mon outil de production, la réduction de modèles, parce que comme le disait Amine tout à l'heure, ce n'est impossible de réutiliser un jumeau numérique en conditions opérationnelles, donc on va être obligé de faire de la réduction de modèles pour pouvoir l'exploiter, et après faire du contrôle, donc l'utiliser en conditions opérationnelles pour pouvoir aider à la prise de décision. Dans le savoir comment, l'historian, la data doit être exploitée. On a des informations qui viennent de la machine, qui viennent de la ligne, qui viennent de l'usine, qui vont nous aider à développer des modèles empiriques, des modèles mathématiques qui vont être issus de cette information qu'on a obtenue depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, en lien avec notre machine. Donc ça, c'est la première étape, c'est de pouvoir dire est-ce que je ne vais pas pouvoir être le plus prédictif en exploitant ma data et en ayant ces informations en faisant du machine learning. La deuxième étape va consister à développer ce jumeau numérique, donc avoir un modèle le plus fin possible, le plus prédictif possible de votre machine, de votre ligne, de votre process, de votre produit, en utilisant des codes qui vont permettre d'adresser toute la physique possible, que ce soit la fluidique, la thermique, l'électromagnétique, l'électrique, la mécatronique, la multiphysique de manière globale, et avoir donc cette représentation la plus complète possible de votre jumeau numérique. Donc ça, c'est les outils Siemens et les plateformes logicielles Siemens vont permettre d'aller adresser toutes les physiques pour vous accompagner dans ce développement de ce jumeau numérique et de pouvoir avoir donc cette capacité également à le coupler à la partie automate, donc répondre à ce besoin de co-développement entre les gens responsables de la partie automation, si je parle de l'outil de production, et les gens responsables du développement de la machine.
Donc ça, c'est le développement d'un jumeau numérique fidèle et le plus représentatif possible de votre phénomène. Ici, on voit un process de remplissage, parce qu'on travaille énormément dans le monde du process, hein, agroalimentaire, pharma, chimie, pour aller les accompagner dans le développement d'un jumeau numérique qui va les aider à mieux comprendre les phénomènes et à mieux anticiper des défaillances ou à mieux optimiser leur cycle de production. Donc ensuite, on va devoir identifier qu'est-ce que je suis capable de mesurer, qu'est-ce que je suis capable d'analyser en utilisant des caméras externes, hein, pour faire de l'analyse d'image, par exemple, du comptage, en utilisant des capteurs pour faire de l'analyse vibratoire. Il y a plein de phénomènes que je suis capable de mesurer sur ma ligne avec des capteurs. Et donc, ces informations vont être entre la data que je récupère de ma machine, entre ces capteurs qui vont me donner de l'information, je vais devoir les combiner avec le jumeau numérique pour pouvoir avoir ce modèle le plus prédictif possible et le plus représentatif possible. Et donc, c'est cette étape qui est essentielle, c'est la réduction de modèle. Évidemment, un modèle de calcul de structure d'écrasement d'une bouteille, par exemple, où tout ce qui est mélange dans un tank ne va pas être réexploitable en conditions opérationnelles. Donc, je vais avoir cette étape de réduction de modèle, de création d'une surface de réponse équivalente, de dépendance entre les données d'entrée et les données de sortie, et de réexploitation de ce modèle via des interfaces spécifiques, hein, qui vont être répliquées directement, soit au niveau de la machine, dans un edge, par exemple, ou soit au niveau du cloud, au niveau de l'IoT. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exécutable digital twin. Donc, c'est la capacité de pouvoir utiliser un modèle numérique en conditions opérationnelles, et de pouvoir l'exécuter pour aider à la prise de décision. La prise de décision au niveau de l'opérateur, au niveau du responsable qualité, du responsable production, du directeur d'usine. Donc, en fonction de la typologie de la personne qui va devoir l'exploiter, le niveau de précision du jumeau numérique va être différent et va devoir être adapté. Et donc, la finalité, évidemment, ultime, c'est cet aspect contrôle, c'est cet aspect temps réel qui va devoir être utilisé. Donc, c'est comment le jumeau numérique va m'accompagner dans ma prise de décision, va pouvoir m'aider à être beaucoup plus prédictif. On parle de maintenance prédictive, évidemment, mais également de pouvoir m'accompagner dans le pilotage des robots, par exemple ici, ou indiquer à l'automate, indiquer à la PLC quelle instruction, quelle commande je vais devoir mettre en place en fonction d'une information que je vais pouvoir récupérer. Donc voilà un petit peu le principe et le cheminement. Donc là, je vais passer sur quelques exemples. J'ai sélectionné quelques exemples. Un premier qui me semble intéressant, c'est les data centers. Les data centers, aujourd'hui, un point critique, c'est la mesure thermique en tout point du data center. C'est quelque chose qui est essentiel. Vous n'allez pas mettre des capteurs partout, dans tous les espaces du data center. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on travaille avec des sociétés pour aller développer un modèle numérique qui, en fonction de 4 points de mesure, par exemple, que ce soit des mesures thermiques ou hygrométriques ou je ne sais quoi, vont permettre d'avoir une représentation la plus fine possible du comportement thermique de mon data center et de pouvoir intervenir si, en un point donné de l'espace, ici par exemple, j'ai une montée en température qui n'est pas conforme avec mes attentes. Et donc, c'est ce modèle numérique qui va permettre d'agir, de prédire et d'intervenir avant qu'il y ait un écart thermique au niveau du data center. Donc là, c'est cette notion de capteur virtuel que je mentionnais précédemment. Un autre exemple, l'éolien. Hein, Siemens travaille énormément dans l'éolienne et nos éoliennes aujourd'hui sont accouplées à un modèle numérique mécanique pour pouvoir prédire, anticiper tout ce qui est défaillance en termes de mécanique au niveau des dents, au niveau du système de transmission. Donc c'est le point critique dans une éolienne. En fonction de ces sollicitations, on va avoir des charges mécaniques qui vont être générées au niveau de l'arbre de transmission. Et aujourd'hui, les opérateurs de maintenance font des opérations régulières, des fréquences régulières de supervision. L'idée, c'est que ces fréquences soient associées à une meilleure prédictibilité et de pouvoir les réduire ou les accélérer en fonction du comportement et d'associer donc aux mesures que je suis capable d'effectuer cette notion de fatigue au niveau de l'arbre de transmission et de pouvoir associer donc ce modèle mécanique aux mesures que je peux exploiter et donc avoir cette capacité d'améliorer ma maintenance et ma prédictibilité au niveau de la fatigue mécanique de mon éolienne. Un autre exemple un peu plus différent, exotique et sympathique, le ketchup ou la sauce tomate si vous préférez. Donc la ligne de sauce tomate ou la ligne de transport d'œufs aussi, on travaille là-dessus. Un changement de température peut changer la caractéristique du produit. Vous allez passer d'un modèle fluide à un modèle solide en un changement d'un dixième de degré de température. Et donc la supervision et l'analyse de la température tout au long du process, hein, de la phase de tank jusqu'à la phase de mise en bouteille, est essentielle. Vous n'allez pas mettre des capteurs sur toutes les lignes et toutes les combinaisons enfin tous les espaces de circulation de la matière. Et donc le modèle numérique va permettre, comme tout à l'heure un petit peu comme je disais sur l'aspect
l'aspect data center, va permettre d'avoir en fait un modèle qui va permettre d'analyser finement et précisément la variation de température sous toute sa ligne et de pouvoir anticiper une défaillance et parce que une solidification sur un des tuyaux de la ligne, c'est 3 jours d'arrêt pour l'industriel. Donc c'est vraiment important d'avoir cette capacité de pouvoir être beaucoup plus précis possible et de beaucoup plus spécifique possible. Donc sur l'aspect passage de l'état liquide à l'état solide, par exemple de la matière, mais également tout ce qui est lié à la bactérie et de pouvoir anticiper cette variation de température tout au long de la chaîne de production. On a un exemple aussi dans l'agroalimentaire de remplissage de mélange. Donc ici, on a un modèle numérique de tout ce qui se passe au niveau d'un tank. Aujourd'hui, les recettes ne cessent d'évoluer, donc les mélanges sont plus non newtoniens que newtoniens. Donc il y a des phénomènes qui se passent au niveau des mélangeurs. On ne peut pas mettre des capteurs au centre de la cuve. Donc aujourd'hui, on calcule en utilisant des outils CFD performants comme Star CCM+, chez Siemens. On utilise le comportement du mélange en fonction de la géométrie des pales, en fonction de la vitesse de rotation, en fonction de différents paramètres, la viscosité du produit. Et derrière, on va créer une surface de réponse, comme je disais tout à l'heure, représentative des phénomènes qui nous intéressent et de pouvoir l'intégrer directement dans le pupitre opérateur pour lui permettre d'analyser sans voir, d'analyser ce qui se passe dans le centre de sa cuve. Et ce dernier exemple, qui est un exemple que je trouve assez parlant également, on va voir naître des champs d'éoliennes, des fermes d'éoliennes, même comme on dit, dans offshore. Donc ces champs d'éoliennes vont avoir, chaque éolienne va avoir un impact sur sa jumelle, sur sa sœur, sur sa voisine. Et donc aujourd'hui, si vous ne travaillez pas sur l'orientation des pales en conditions opérationnelles, en temps réel, vous allez avoir une performance catastrophique de votre rendement de votre champ d'éolienne. Donc aujourd'hui, on travaille avec les grands acteurs du offshore pour aller en temps réel, ce qu'on appelle le MPC, Modèle Prédictif Control. Donc en fonction du calcul fluidique qu'on a fait ici, l'impact de la traînée d'une éolienne sur une autre, en fonction des conditions de vent, en fonction des conditions atmosphériques, on va pouvoir automatiquement agir sur l'orientation de la pale, agir sur sa vitesse de rotation pour avoir un rendement beaucoup plus meilleur par rapport à ça, et donc agir en temps réel. Et c'est ce qu'on appelle l'utilisation du jumeau numérique en temps réel. Et ici, ce cas est vraiment parlant, où on va directement sur toutes les edges, donc sur toutes les automates, si vous voulez, embarquer sur chacune des éoliennes, on va pouvoir agir sur l'orientation en fonction des conditions atmosphériques et donc en fonction de la traînée, de l'éolienne qui sont autour de celles qui nous concernent. Donc voilà pour moi, en conclusion très rapidement, donc le jumeau numérique, ma définition, c'est d'avoir un modèle le plus représentatif possible des phénomènes physiques de son produit, de son process, d'accord, qui doit être utilisé tout au long du cycle de vie du produit, pas seulement dans la phase d'innovation, pas seulement dans la phase de réflexion. C'est vraiment l'objectif final d'un jumeau numérique, c'est l'utilisation en conditions opérationnelles. Donc c'est vraiment le but ultime. Donc on en a différents niveaux, évidemment, en fonction des usages, en fonction des personnes, en fonction le profil de l'utilisateur final. Donc ça, c'est vraiment important dans sa réflexion. Le modèle virtuel n'est pas toujours nécessaire. Peut-être que la data est suffisante pour avoir un modèle représentatif et suffisant pour l'analyse et pour la prise de décision. Et donc, ça doit être quelque chose qui doit évoluer. Et donc, encore une fois, cette notion de closed loop digital twin, donc le jumeau numérique en conditions opérationnelles, est un axe important dans nos réflexions. Et aujourd'hui, on travaille, par exemple, sur cette vidéo, sur de l'analyse de flotte de véhicules autonomes pour l'optimisation de la charge batterie, la validation de la trajectoire, la rapatrier au point de charge, par exemple, en fonction de son circuit et tout ce qui est associé à la consommation, on va dire, de flotte de véhicules autonomes. Et donc ça, c'est plutôt du jumeau numérique d'un produit plutôt que de la production, mais c'est des axes sur lesquels Siemens travaille de plus en plus également. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez des informations complémentaires sur LinkedIn ou sur mon mail direct ou à passer par WeNetwork si vous voulez en savoir plus. Merci. Merci, Johan. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous en prie. Oui, merci pour cette présentation. Christophe Flotz, Star Technologies. Vous parliez de la précision du modèle numérique versus la réalité. C'était un élément aussi dans la présentation précédente, là, où on parlait d'ignorance.
Vous évaluez, parce qu'on voyait typiquement le nombre de points nécessaires pour avoir une représentation numérique fiable. Comment ce modèle-là est construit et comment vous assurez que votre modèle numérique a un niveau de précision jugé satisfaisant par rapport à l'application? Il y a toujours une phase de corrélation calcul-essai d'un modèle numérique. Pour le valider, il faut qu'il soit associé à des phases de prototypage, à des phases de validation au niveau des essais. Et donc, valider ce modèle numérique et sa crédibilité, son association à la réalité va passer par cette phase de validation et de corrélation entre le virtuel et le réel et le comportement qu'on a pu constater ou qu'on constate au niveau d'une machine. Oui, je voudrais plus spécifique. Je voyais par exemple dans la présentation sur les éoliennes, c'est le seul endroit où on voit un chiffre, 8,5% d'amélioration. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que 8,5%, c'était justement l'écart entre la perception qu'avait la personne avant et le modèle numérique qui lui a permis d'avoir donc une réduction de l'ignorance de 8,5%? En quelque sorte, oui, ça peut être la conclusion qu'on obtient, mais ici on voit bien que en fonction des conditions extérieures, le modèle numérique va permettre d'adapter la configuration éolienne et donc d'optimiser clairement le rendement de sa machine. Donc c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir utiliser ce modèle numérique pour pouvoir prendre des décisions et c'est pas l'opérateur qui, en fonction de critères ou d'historique, qui va pouvoir régler automatiquement cette configuration éolienne. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, en partie. Non, c'est vrai que je m'interrogeais de savoir quel était l'écart raisonnable entre le modèle numérique et le modèle. Ça dépend des applications. Merci. Chiffre générique. Merci.